De nos jours, une interruption de service, même si elle ne dure que quelques minutes, ça peut vite tourner à la catastrophe. La grande question c'est comment faire pour que les systèmes vraiment critiques ne tombent jamais en panne. Vraiment, jamais. C'est exactement le sujet du jour. Il faut s'imaginer le scénario. Une plateforme de vente en ligne qui plante en plein milieu du Black Friday. Mais imaginez pire, les dossiers médicaux dans un hôpital qui deviennent tout à coup inaccessibles. Là, on voit bien que l'impact dépasse de très très loin le simple problème technique. Et attention, ce n'est pas juste un casse-tête pour l'équipe informatique, non. C'est une crise, une vraie crise pour toute l'organisation. On parle de quoi? De pertes financières directes, d'une productivité qui s'écroule, et puis le plus grave peut-être, c'est la confiance des clients qui prend un sacré coup. C'est la réputation de toute l'entreprise qui est en jeu. Bon, alors face à cette menace bien réelle, quelle est la parade? La solution, c'est de créer ce qu'on pourrait appeler un duo de choc, une alliance de technologies spécialement conçue pour être résiliente. Et ce fameux duo, le voilà. D'un côté, Windows Server 2022 et de l'autre, SQL Server 2022. Quand on les met ensemble, ils créent ce qu'on appelle un cluster de basculement. L'idée est assez simple en fait. On a plusieurs serveurs qui travaillent main dans la main, toujours prêts à prendre le relais si l'un d'eux a un problème. Le but ultime, c'est que le service, lui, ne s'arrête jamais. Mais attention, un cluster qui tient la route, ça ne s'improvise pas du tout. Ça repose sur des fondations, une infrastructure qui doit être préparée avec une précision quasi chirurgicale. C'est vraiment la base de tout le système. Et pour que ça marche bien, un truc est absolument essentiel, séparer les différents types de trafic réseau. D'un côté, il y a le réseau public, celui des clients, et de l'autre, des réseaux privés bien isolés. L'un d'eux est super important, il est dédié à ce qu'on appelle le heartbeat. C'est un peu comme le pouls du cluster. Les serveurs se parlent en permanence dessus pour vérifier que tout le monde va bien. L'isoler, ça garantit qu'il n'y aura jamais d'interférence. On voit aussi le réseau de stockage qui, lui, utilise des jumbo frames. En gros, ça lui permet de transporter de plus gros paquets de données d'un coup, c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, il y a 4 piliers incontournables. Premièrement, le cluster doit avoir sa propre identité dans l'Active Directory, un peu comme une carte d'identité officielle. Deuxièmement, il faut un stockage partagé, un endroit où toutes les données sont accessibles par tous les serveurs. Et puis, super important, il faut passer un test de validation officielle de Microsoft. Sans ce certificat de bonne santé, pas de support en cas de pépin. C'est une sorte de label de qualité, une assurance. Ok, maintenant on va aborder le concept clé, le plus important de tous quand on a un cluster avec 2 serveurs. C'est le mécanisme de sécurité ultime, celui qui est là pour empêcher la catastrophe absolue au niveau des données. Ce risque, ce cauchemar absolu, ça s'appelle le split brain, le cerveau divisé. Imaginez la situation. La communication entre les 2 serveurs est coupée. Chacun, de son côté, pense être le seul survivant, le seul maître à bord. Et là, ils se mettent tous les deux à écrire sur les mêmes données en même temps. Le résultat est prévisible. C'est la corruption totale, irréversible. Eh bien, tout le mécanisme du quorum n'a qu'un seul et unique but, empêcher ce désastre à tout prix. Alors, comment on fait pour éviter ça? C'est simple, on fait appel à un arbitre. Dans un match à 1 contre 1, s'il y a un désaccord, il faut une 3e voix pour trancher. Pour notre cluster, cet arbitre, c'est le témoin de partage de fichiers. C'est tout bête, un simple dossier sur un 3e serveur, complètement extérieur. Si nos 2 serveurs ne se parlent plus, ils vont se précipiter pour essayer de verrouiller un petit fichier dans ce dossier. Le premier qui réussit, il gagne. Il a le droit de rester actif. L'autre, par sécurité, se met en pause. C'est un principe tout simple, mais d'une efficacité redoutable. Bon, maintenant que toute l'architecture est en place, passons au moment de vérité. Voyons comment ce système qu'on a si soigneusement bâti réagit concrètement quand une panne survient. Il faut savoir qu'un cluster n'est jamais mis en production sans avoir passé 2 tests cruciaux. Le premier, c'est le basculement manuel. Un test en douceur, on déplace les services d'un serveur à l'autre de façon contrôlée. Et puis le deuxième test, le test brutal. Là, on simule une vraie panne, on débranche le serveur actif sans prévenir. C'est le test ultime pour vérifier que le basculement se fait bien tout seul, de façon automatique et quasi instantanée. C'est vraiment la seule manière d'être sûr à 100% que le système est fiable. Un détail qui n'en est pas un, c'est la latence du réseau. C'est souvent sous-estimé, mais ici, chaque milliseconde est capitale. Si la communication du heartbeat prend plus de 10 millisecondes, le cluster risque de paniquer. Il pourrait croire que l'autre serveur est hors service et déclencher un basculement pour rien. Pour la copie des données, c'est encore plus strict. Si on dépasse 5 millisecondes, les performances s'effondrent. Bref, la vitesse du réseau, ce n'est tout simplement pas négociable. Heureusement, on ne travaille pas à l'aveugle. Les administrateurs ont des outils très précis pour tout vérifier. Par exemple, cette petite commande PowerShell permet de s'assurer que la connexion passe bien sur un port bien précis. Ici, c'est le port 3343, qui est justement celui utilisé par le Heartbeat. Faire ce test, c'est comme prendre le pouls du système.
un diagnostic vital à faire régulièrement. Alors, au final, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Au-delà de tous ces détails techniques, quel est l'objectif stratégique derrière tout ça? En fait, tout se résume à une seule idée, très puissante. Il faut arrêter de gérer les urgences et commencer à maîtriser la continuité. Mettre en place de la haute disponibilité, ce n'est pas juste un pansement pour réagir aux pannes quand elles arrivent, non, c'est une vraie stratégie, une démarche proactive pour prendre le contrôle et assurer l'avenir de son activité. Et ça nous amène à la question finale. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, l'imprévu, ce n'est plus une simple possibilité, c'est une certitude. La seule question qui vaille, au fond, c'est de savoir si une infrastructure est, ou non, prête pour cet imprévu.